Alors aujourd'hui dans l'atelier, on a le processeur Intel Core i3 7350K. Une première chez Intel puisque c'est un processeur i3 débloqué, un processeur i3 avec de l'hyperthreading aussi. Donc on va s'intéresser à lui, on va lui appliquer quelques petites modifications et voir quel est son potentiel. Alors la première chose, c'est un processeur qu'on a utilisé de manière classique, donc maintenant on va le décapsuler pour essayer de le faire monter en fréquence sans prendre de risques sur la durée de vie du processeur. Donc vous connaissez assez bien le principe puisque c'est déjà quelque chose que j'ai fait. J'utilise un petit outil assez simple. Vous verrez tous les liens dans la description pour savoir où j'utilise les produits, où j'achète les produits qui sont utilisés. Donc le décapsulage grâce à cet outil, c'est quelque chose de relativement simple. Ça prend 2 secondes, c'est sécure. Avec ça, on va enlever l'IHS. Voilà. Et on va pouvoir s'occuper de son refroidissement. Alors avant de s'occuper de son refroidissement, il va falloir nettoyer tout ça. Donc bon, évidemment le die du processeur. Et aussi tout ce qui est le dessous de l'IHS pour que quand on ait fini notre opération, tout ça plaque beaucoup mieux et que la conductivité se fasse beaucoup mieux. Pour nettoyer tout ça, rien de plus simple, il suffit de gratter tout ce qui est résidu de colle. Donc pour ça, j'utilise un petit outil en plastique, vous m'avez déjà vu plusieurs fois l'utiliser. L'avantage, c'est qu'il accroche bien et permet de bien gratter. Et puis, ça laisse pas de traces. L'autre point important, c'est d'éviter de mettre tout un tas de saloperies sur la partie die. Il faut savoir qu'une fois que vous avez enlevé l'IHS, la partie die est beaucoup plus fragile. Donc justement, pour enlever les résidus de colle qu'il y a sur le pourtour de cette partie du processeur, je préfère mettre cette partie du processeur sur l'outil pour conserver de la rigidité et éviter de casser le processeur. C'est déjà arrivé. Encore une fois que l'IHS est enlevé, l'élément principal est quand même beaucoup plus fragile. Alors, bon, évidemment, je nettoie avec du White Spirit. Pas que ça soit super nickel, l'idée c'est juste d'éviter d'avoir une surcouche qui fait que quand on va recoller l'IHS, l'IHS ne plaque pas correctement sur le die. Donc une fois que tout ça c'est fait, que c'est relativement propre, on va nettoyer tous les résidus qui se baladent, y compris sur la table de l'atelier. Vous voyez, on voit encore quand même un petit peu des traces de colle, mais en tout cas, on n'a plus de cette surépaisseur, donc on est prêt déjà à passer à l'étape suivante. Alors, on va peaufiner quand même un petit peu, toujours pareil sur les extrémités. Maintenant, on va s'occuper de la pâte thermique. Et en l'occurrence, c'est pas vraiment une pâte thermique puisque c'est de l'aluminium liquide. C'est quelque chose que l'on met uniquement entre le die et l'IHS. Il faut éviter de le mettre entre l'IHS et un radiateur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un métal liquide, donc évidemment ça conduit l'électricité, bien entendu. Donc l'idée c'est d'améliorer la conduction thermique entre le die que vous voyez là et l'IHS. Donc on va mettre ce métal liquide. Donc là c'est un métal liquide, c'est du Thermal Grizzly, Conductonote. Pareil, vous avez les liens dans la description pour acheter. Donc il en faut très très peu, ça s'applique pas du tout comme de la pâte parce que c'est pas graisseux. Donc on essaye de faire les choses proprement. Moi, en toute franchise, j'arrive jamais à faire les choses proprement. Donc là, pas de stress. Quand on en met trop, il faut pas chercher à aller éponger, etc. Il y a une méthode bien plus simple. C'est tout simplement de réaspirer avec la seringue le surplus de métal liquide qui a été mis sur le pros. Donc, vous voyez, c'est ce que je fais, je réaspire. Voilà, j'essaye juste qu'il y ait une couche qui soit à peu près uniforme. Encore une fois, pas la peine d'essayer d'y aller avec du white spirit, de l'acétone ou autre chose, ça ne marchera pas, c'est du métal liquide. Vous essayez
d'avoir une couche uniforme, et quand il y en a trop ou pas assez, vous réutilisez l'outil, donc en l'occurrence la seringue, pour enlever ou rajouter aux endroits où ça va pas. Le truc vraiment important, c'est d'éviter d'en mettre de partout. Il faut vraiment que ça reste sur le die. Donc je vous montre l'idée. Voilà, donc en gros, vous voyez, ça fait tout simplement, ça perle un peu comme une boule de soudure, hein, pour ceux qui ont l'habitude de souder. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez, y aller avec du dissolvant, etc. Vous n'y arriverez pas. Par contre, avec la seringue, ben, vous vous approchez tout simplement et vous réaspirez la matière, et ça se passe très bien, très facilement, et on évite de perdre du temps et surtout de perdre de la matière et de faire quelque chose de dégueulasse. Maintenant, on va replacer l'IHS. Donc là, classique, hein, je mets 4 points de Loctite dessus. Pas besoin d'en mettre 2 partout non plus. Je mets vraiment, encore une fois, aux extrémités. Je réutilise l'outil. Ça permet de centrer parfaitement l'IHS sur le die. Donc les 3 vis vont permettre de bien maintenir tout ça. Voilà, une fois que tout ça c'est mis, il y a le petit serrage à faire sur la vis principale. Alors il y en a qui vont vous dire qu'il faut laisser ça pendant 1 heure, etc. Bon, c'est de la Loctite, donc moi je laisse ça une bonne dizaine de minutes et puis après je démonte. Et mon processeur est prêt à partir pour de nouvelles aventures. Donc concrètement, le décapsulage me permet de gagner vraiment beaucoup en température. Point très très important, nettoyez bien le dessous du processeur, surtout en ayant utilisé du métal liquide, parce qu'encore une fois, le métal liquide est conducteur. Donc il faut éviter d'avoir un résidu sur la partie qui va rentrer en contact avec le socket. Et voilà. Donc pour info, sur le 7350K, je gagne en décapsulant, en utilisant une bonne pâte thermique, enfin le métal liquide entre le die et l'IHS, et une bonne pâte thermique entre l'IHS et le ventilateur, je gagne minimum 15 degrés. Donc pour la pâte thermique, j'utilise de la G-Lib. Donc là, pas besoin d'être aussi pointilleux que pour le métal liquide, mais il s'agit d'appliquer uniformément, d'éviter d'en avoir qui dégueule de partout. Et je vais utiliser un ventilateur, puisque le but du projet, c'était de ne pas avoir un système de refroidissement extrême. J'utilise un Be Quiet Dark Rock pour essayer d'avoir une solution... je peux pas dire low cost parce que c'est pas le cas, mais d'avoir une solution abordable avec ce processeur là. Pas oublier qu'on a un processeur sur 200 €, qu'il nous faut une carte mère de type Z. Donc voilà, on peut pas se permettre de monter trop dans l'investissement des composants, sinon on passe tout de suite dans des budgets qui permettent d'aller chercher d'autres types de processeurs. Donc là, avec ce système là, avec des mémoires moyenne gamme, pas besoin de trop bricoler, on va jouer essentiellement sur le coefficient multiplicateur. Donc pour ça, je vais vous mettre Core Temp CPU-Z pour que vous voyez comment évolue le processeur. Et l'idée, c'est de faire monter après en charge la bécane avec un test lourd type Cinebench pour le CPU et de tester sa stabilité. Donc là, j'ai tout de suite fait un bond sur le coefficient multiplicateur. Et voilà, vous allez voir que le processeur il va pas vraiment aimer, même si il encaisse la fréquence, mais bien entendu sans toucher à la tension du processeur, c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc la première chose que je fais en redémarrant ma machine, je vais tout de suite pousser la ventilation à fond et je vais tout de suite lui faire un saut important sur la tension CPU. Alors bien entendu, dans cette vidéo, vous n'avez pas toutes les étapes, mais je ne suis pas arrivé à cette tension-là d'un coup. Vous avez la version simplifiée. Mais cette tension-là, donc qui représente quand même un saut important, elle est atteignable et tenable sans trop de problèmes
à partir du moment où le CPU est décapsulé, à partir du moment où le CPU est bien refroidi avec une bonne pâte thermique, etc., etc. Donc si vous ne savez pas faire, si vous avez un ventilateur stock, etc., bon, vous oubliez tout ça. Donc je lui rebalance les tests et on va s'apercevoir que le processeur il tient sans problème à 5 Go 2. On a à peine joué sur la fréquence mémoire, tout simplement parce qu'on n'a pas mis des barrettes mémoire qui nous permettent d'aller chercher plus loin, mais on pourrait le faire. L'idée était, encore une fois, de tester ça de manière low cost. Donc pour ça, j'ai utilisé le métal liquide dont je vous ai parlé. J'ai utilisé de la Glib. J'ai utilisé l'outil pour décapsuler. J'ai utilisé le petit grattoir vert là que j'utilise régulièrement. Donc rien de compliqué, et évidemment le Loctite, mais ça je pense que c'est pas compliqué à trouver, pour refermer le CPU. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, en utilisant des bons produits, en étant un tout petit peu habile de ses mains, parce que c'est pas non plus ouvert à tous les bricoleurs du dimanche, mais on n'est pas dans une opération à cœur ouvert comme c'était le cas il y a encore quelques temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce processeur? À partir de 4 Go 8, le processeur est vraiment intéressant et dans la plupart des jeux, il se rapproche de ce qu'on pourrait faire avec un 6600K. Au-dessus de 5 Go, c'est quasiment une équivalence. L'opération de décapsulage, ce qu'elle m'a permis de faire, c'est tout simplement d'avoir à peu près les mêmes températures de fonctionnement que le processeur quand il est en version stock. Donc ça permet évidemment de préserver sa durée de vie et de tourner tranquillement. Je vous invite à voir le test web, le lien dans la description pour voir les résultats.